Instant politique, nous allons aujourd'hui à l'international. L'international parce que le Moyen-Orient brûle depuis quelques jours déjà. Les États-Unis et Israël se sont entendus pour attaquer l'Iran. Et puis, mesdames, messieurs, depuis, les bombes et les missiles pleuvent sur des cités et surtout des pays qui apparemment n'étaient pas concernés. Comment est-ce qu'il faut faire pour éviter l'enlisement d'un conflit? Dans un monde déjà mal en point par des crises, on en parle. Quelles sont les raisons qui fondent un tel acte? Quelles pourraient être les conséquences pour le commerce international et surtout pour notre continent africain? Dans ce studio, sur ce plateau, Gédéon Vegba est là. Bonjour. Bonjour Alain. Gédéon Vegba, vous êtes chroniqueur géopolitique au niveau de la radio nationale, Radio Bénin. Vous êtes donc mon collègue. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tout le plaisir pour moi de revenir sur ce plateau qui m'a manqué. Ah oui. Désormais, vous le retrouvez. Merci. Allez, Gédéon Vegba, quelles ont été vos impressions lorsque ce conflit a démarré il y a quelques jours? On redoutait ce conflit parce qu'il y avait des pourparlers qui ne donnaient pas de résultats. Les États-Unis, l'Iran et d'autres pays du Golfe essayaient, vaille que vaille, de trouver des solutions à ce conflit qui perdurait. Mais malheureusement, la surprise est venue. Les États-Unis ont décidé d'aller frapper l'Iran avec son allié israélien contre toute attente. Parce qu'on pensait qu'il y aurait une fumée blanche avec les pourparlers de Genève qui étaient en cours. Mais à la grande surprise générale, les États-Unis ont frappé, mais on pouvait s'en redouter. On pouvait en redouter, on va dire. Gédéon Vegba, pour le commun des mortels, la question principale qui se pose, c'est quoi les origines probables et justifiées ou non de ce conflit? Il y a les origines lointaines, les origines récentes. Les origines lointaines, votre rédaction a fait un travail remarquable qui a été diffusé tout à l'heure. Mais les origines récentes, c'est les manifestations qui sont réprimées par les ayatollahs, les manifestations réprimées dans le sang ces derniers jours, qui ont exacerbé, qui ont irrité les États-Unis et d'autres pays occidentaux, et qui estiment que les ayatollahs en faisaient un peu de trop. Et puis il y a aussi le fait que sur la question du nucléaire, les discussions n'avançaient pas. Donc ça, c'est les origines récentes de ce conflit. On a constaté que, visiblement, les ayatollahs n'étaient pas prêts. Le régime des ayatollahs, bien sûr, n'était pas prêt pour accepter d'arrêter l'enrichissement de l'uranium pour se doter de l'arme nucléaire. Donc, ce faisant, on a constaté qu'il n'y a pas eu consensus autour de ce sujet. Et puis, bon, la guerre est venue. Mais Gédéon Vegba, l'on est en droit quand même de se demander comment est-ce que des pays comme les États-Unis, la France, la Chine disposent d'armes nucléaires et refusent aux autres d'en disposer. C'est là tout le paradoxe. Hein. On a pensé que, bon, c'était normal que tout le monde se dote de cette arme nucléaire, si on a les moyens, bien sûr. Mais il se fait que les États-Unis et d'autres puissances dissuadent certains pays d'en avoir. Ce n'est pas seulement l'Iran, il y a d'autres pays aussi qui sont dissuadés d'en avoir. Mais c'est une problématique qui dépasse notre analyse ici, parce que lorsqu'on prend l'Iran dans la région du Moyen-Orient est un pays, quand même un grand pays, un pays de 90 millions d'habitants, un pays qui est doté d'astrophysiciens, de gens très intelligents et qui a quand même beaucoup de ressources pétrolières, notamment. Quand on prend ce pays, à côté d'Israël, qui est un petit pays de 7 millions d'habitants et qui aussi est menacé par l'Iran depuis 1979, depuis le débarquement du Shah. On peut se dire que laisser l'Iran se doter de l'arme nucléaire peut constituer une menace pour Israël, pourrait constituer une menace, parce que nous parlons conditionnel. Tout à fait. Pour Israël, ce faisant, Israël est doté de l'arme nucléaire, ce qui est quand même incompréhensible. Mais Israël pense que si l'Iran se dotait de l'arme nucléaire, que cela constituait une menace existentielle pour lui. Mais Gédéon Vegba, revenons dans l'actualité. Donald Trump, c'est un peu le chef de file de ce conflit. Est-ce qu'il a pris une décision unilatérale quand on sait que le monde occidental n'est pas tout à fait dans sa globalité d'accord avec ce conflit? Absolument. Donald Trump, galvanisé par son coup de prouesse au Venezuela, continue toujours, on va dire, avec ses actions
comment je vais dire, je ne dirais pas de folie, en griffe quand même, hein, de folie, parce que quand on prend ce qui est arrivé au Venezuela, du moins l'exfiltration... Avec le kidnapping de Nicolas Maduro. L'exfiltration, tous les mots qu'on peut utiliser du président Nicolas Maduro, on peut se dire que galvanisé par cette réussite, il se dit qu'il n'y a plus de limite pour lui, hein, qu'il peut aller plus loin et faire tout ce qu'il veut. Mais cela s'explique. On ne le dit pas assez. Je pense que si on prend les choses dans leur contexte, on peut dire aujourd'hui que Donald Trump n'avait pas le choix, vu le contexte international très hostile ou très difficile. Et si vous prenez les choses dans leur globalité, on va dire que aujourd'hui, les États-Unis déroulent leur plan pour arrêter l'élan de la Chine. Je m'explique. La Chine aujourd'hui est en train de faire une percée extraordinaire sur tous les plans. Et la Chine constitue aujourd'hui une menace pour les États-Unis. Et on dit dans un adage que tout corps menacé doit réagir. Oui, mais... Donc les États-Unis menacés, ou se voyant menacés par l'expansion ou l'évolution ou l'émergence de la Chine, le développement fulgurant de la Chine, se disent qu'il faut arrêter la Chine. Et la Chine se développe comment? La Chine se développe sur les situations que nous avons expliquées tantôt. Le Moyen-Orient, on parle de l'Iran et d'autres pays qui sont faibles. Aujourd'hui, l'Iran n'a pas des ressources. Et la Chine a le cash pour payer du pétrole en Iran. Donc, ce faisant, c'est facile pour la Chine d'aller commercer facilement. Alors que l'Iran est sous embargo américain. Et vous prenez le Venezuela, même chose. Le Venezuela a le pétrole, mais n'a pas le cash. La Chine a le cash et passe chercher du pétrole facilement. En fait, c'est une guerre avec des objectifs bien cachés aussi. Absolument, c'est ce que je dis. Je dis que les États-Unis sont en train de dérouler progressivement leur plan pour empêcher la Chine de devenir la superpuissance et de les détrôner, si vous voulez, de leur position. Justement, vous faites bien d'aborder la question commerciale quand on sait que le détroit d'Ormuz est un passage pratiquement forcé pour les navires qui convoient le pétrole pour le reste du monde. À quoi s'attendre dans les semaines à venir si le conflit continue de cette manière-là? La première conséquence, c'est l'inflation. Nous sommes en passe on va dire, de connaître des inflations records, hein, même si dans l'espace UEMOA, on fait beaucoup d'efforts pour maîtriser cette inflation. Je ne pense pas que personne ne soit épargné, hein, parce que les pays concernés, les pays qui sont en guerre aujourd'hui, c'est les pays producteurs de pétrole pour la plupart, du gaz, du pétrole et tout le reste, et toutes les ressources que nous connaissons. Et si le détroit d'Ormuz que vous évoquez est fermé, qui est quand même un passage stratégique pour les navires, est fermé, je pense que personne ne sera épargné par l'inflation, puisque la loi de l'offre et de la demande, s'il n'y a pas de l'offre, la demande est forte, vous voyez, l'inflation sera au rendez-vous. L'inflation saute. Absolument. Alors, Gédéon Vegba, revenons en Afrique. Quelles pourraient être les conséquences pour les pays africains de ce conflit? Nous avons subi, comme je l'ai dit, l'inflation, comme tout le monde, puisque nous importons. Les pays africains, pour la plupart, importent du pétrole de cette région et importent aussi d'autres marchandises de cette région. On dit que c'est 20% du commerce mondial qui passe par là. C'est quand même énorme. C'est énorme. Donc, si nous sommes, comment je veux dire ça, dans le manque de ces produits qui sont des produits stratégiques, des produits de nécessité pour nous, si nous sommes dans le manque, il y a de quoi que l'inflation soit au rendez-vous. Alors, dans ce cas, à votre avis, quelle devrait être, ou bien quelle pourrait être l'attitude des dirigeants africains face à ces camps qui s'affrontent? Je pense que ce serait difficile pour les dirigeants africains d'avoir une posture, je ne dirais pas belliqueuse, mais une posture qui soit visible, parce que nous ne sommes pas des pays qui pèsent dans la géopolitique mondiale et dans le commerce mondial. Hein. Nous ne sommes qu'un petit pays, je ne suis pas des pays africains. Les pays africains ne pèsent pas vraiment dans la balance. Ce faisant, l'Union africaine a exprimé quelques craintes, a fait quelques élucubrations, on va dire, hein, a essayé de donner de la voix. Bon, mais est-ce que ça a d'impact? Je ne pense pas, puisque aujourd'hui, les États-Unis ont décidé de mettre de côté le droit international et font selon leur gré. Justement, vous faites bien d'amorcer cette question-là. Gédéon Vegba, on se rend compte d'hier à aujourd'hui que même au niveau du Sénat américain, tout le monde ne s'accorde pas sur le choix de Donald Trump d'aller agresser l'Iran, puisqu'on a vu les États-Unis en Irak,
on connaît les résultats. Ils ont dû plier bagage de l'Afghanistan en ne réussissant pas à installer la démocratie qu'ils ont inventée. Enfin, qu'ils ont vanté, je vais dire. La même chose pratiquement en Libye. Mais alors, dites-moi, finalement, Donald Trump, il se retrouve seul contre tous? Oui, on va le dire. Donald Trump n'a que tiré de ce que les gens racontent. Hein. Lui, il a un objectif, c'est de remettre les États-Unis sur la scène et empêcher la Chine de ravir la vedette aux États-Unis. Donc, il déroule son plan. Et je pense qu'il a raison parce que, vous voyez, si vous regardez les chiffres pour l'année 2025, malgré tout ce qui s'est passé, la Chine est sortie gagnante. Tout à fait. Avec plus de 1200 milliards de recettes en termes de balance commerciale. On parle de balance commerciale excédentaire pour la Chine, de 1200 milliards de dollars. Oui. C'est beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, la Chine détient près de 4% de la dette extérieure des États-Unis. Ce n'est pas rien, c'est 700 milliards de dollars. Et les chiffres sont évocateurs. C'est une croissance projetée pour 5% en 2026 contre environ 2% pour les États-Unis. Donc, quand vous voyez ça, il n'y a pas de calcul à faire que de dire qu'il faut empêcher cette Chine qui, malgré tout, malgré les tasses douanières explosives envoyées l'année dernière sur ce pays, et qu'elle puisse s'en sortir, il faut tout faire pour l'en arrêter. Donc, je pense que Donald Trump est dans sa logique, et au moins les Américains pensent qu'il faut tout faire pour, même s'il faut faire entorse au droit international, il faut tout faire pour empêcher la Chine. Alors, au lieu d'empêcher la Chine de cette manière en déclenchant des conflits à tout va, est-ce que Donald Trump n'aurait pas pu choisir, par exemple, d'encourager ces industries, le développement industriel, de regarder du côté du développement de son pays que de faire la guerre à tout le monde? La guerre est la seule solution, il me semble, aujourd'hui, hein, parce qu'il faut semer le chaos. Et dans le chaos, on arrive à tirer son épingle du jeu. Dit qu'on veut suivre les choses dans l'orthodoxie normale ou de façon cartésienne, je pense qu'on n'y arrivera pas. Parce que la Chine a pris une longueur d'avance sur les États-Unis. Mais je veux dire, est-ce que là, on ne risque pas de rentrer dans l'anarchie si on décide de ne plus respecter ni le droit international, ni la démocratie, ni les principes établis par le pays avant de rentrer en guerre? Nous sommes déjà dans l'anarchie. On ne veut plus y aller. On est dedans en plein. Et je pense que Donald Trump entretient bien l'anarchie parce que là, ça l'arrange. C'est la meilleure façon pour lui d'essayer de ramener les États-Unis au devant de la scène. Donc je pense que tout est fait pour que l'anarchie règne le plus longtemps possible. Alors là, le monde ne connaîtra pas la paix demain. Ça dépend de où on se situe. Hein. La paix, c'est selon sa position. D'accord. Alors, je dis, on va la paix aux États-Unis. Je ne vous apprends rien. Bien sûr, bien sûr. Mais pour le reste du monde, c'est quand même la désolation au Moyen-Orient aujourd'hui. Chacun doit tout faire pour tirer son drap de son côté. De son côté et faire tout pour qu'on ne subit pas de plein fouet ce qui arrive. Donc, le Bénin fait ses efforts pour ne pas subir la cacophonie et le désordre mondial. L'Iran estime que tous les pays qui ont prêté main forte à Donald Trump pour l'agresser vont devoir goûter à la bombe. Ah oui, comme je vous l'ai dit, l'Iran essaye de montrer quand même qu'elle n'est pas... Le pays n'est pas un petit pays. Quand on dit l'Iran, comme je l'ai dit, c'est 90 millions d'habitants, c'est beaucoup de ressources et c'est une intelligence qui a vraiment hors norme. Les chiffres avancent qu'il y a tout au moins 230 000 ingénieurs ou scientifiques qui sortent des universités iraniennes chaque année. C'est des gens très, très intelligents qui vraiment font des exploits. Malgré les embargos qui ont duré des dizaines d'années, c'est un pays quand même qui arrive à s'en sortir. Donc la riposte, elle est légitime, je pense, elle est fondée, même si les puissances occidentales pensent qu'elle est disproportionnée, ou moins parfois isolée. La France veut s'engager également dans ce combat. On parle de déploiement du porte-avions français pour aller du côté... Enfin, aider les États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez de la politique française dans ce conflit? Bon, la France essaye, vaille que vaille, de soutenir son allié américain, on va dire. Bon, est-ce que c'est la bonne manière? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, l'Europe est divisée sur cette question. Hein. L'Espagne qui a pris une position qui refuse... L'Espagne ne veut pas soutenir qui ne veut pas soutenir cette guerre et qui
exhorte les autres pays européens de ne pas accompagner les États-Unis dans cette guerre, parce que l'Espagne estime que la manière pose problème. On aurait pu trouver les bonnes manières pour aller dans cette guerre, mais on a préféré aller de façon isolée, ou de façon seule dans cette guerre. L'Espagne a pris position, d'autres pays également ont pris position. Je n'ai pas les noms en tête, mais une chose est claire, aujourd'hui, chacun joue son va-tout dans cette guerre. Les Français pensent qu'il faut quand même accompagner les États-Unis pour avoir, ne serait-ce que demain, je ne dirais pas les prébendes de cette, ou du moins le retour sur la guerre, on m'a dit, pour être plus direct. Donc, en cas de victoire. En cas de victoire. Aucune victoire n'est garantie pour l'instant. Absolument. Donc, la France, comme l'Angleterre et d'autres puissances occidentales, pensent qu'il faut accompagner les États-Unis. Et puis, comme l'a dit le président espagnol, ce n'est pas par crainte de représailles qu'il ne faut pas s'afficher. Je pense que les autres pensent que les représailles américaines sont quand même des représailles à craindre, puisque les États-Unis sont comme... on va dire une femme, hein, si tu me soutiens, je te soutiens, tu ne me soutiens pas, je ne te soutiens pas. Et puis, ce sont des belliqueux, de vrais belliqueux. Et les représailles ne se sont pas fait attendre. Donald Trump parle hier déjà de taxes douanières à imposer à l'Espagne. Il parle même d'un Premier ministre médiocre en Espagne. En tout cas, lui ne se cache pas. Il est direct dans ses positions. Donc, je pense que le Premier ministre espagnol est dans l'œil du cyclone, comme on dit. Eh bien, vivement que la paix revienne désormais. Comment est-ce que vous envisagez, ou bien quelles sont les solutions que vous pensez être possibles pour endiguer ce conflit et éviter l'enlisement? La paix ne serait possible que si l'ONU reprend de la main dans cette crise. Aujourd'hui, l'ONU est affaiblie complètement. Le Conseil de sécurité n'a pas de pouvoir pour arrêter cette guerre. Donc, l'ONU est complètement affaiblie. Et si l'ONU pourrait reprendre en tout cas de force et intervenir dans cette guerre, je pense qu'on pourrait avoir quand même une accalmie. Mais est-ce que l'ONU aujourd'hui a vraiment les moyens? C'est là toute la question. Et je pense que on ne lui facilite pas la vie, hein, l'ONU. Hein, je parle du secrétaire général qui est aujourd'hui vraiment mort dans l'âme dans cette crise et qui n'a vraiment pas de pouvoir de décision, qui est aujourd'hui, je dirais, qui s'accroche vaille que vaille à quelques décisions qui n'ont pas d'effet. Donc, c'est l'ONU qui est le seul garant aujourd'hui, le seul capable de dire voilà comment on peut arrêter cette guerre. Mais les belligérants aussi peuvent s'entendre. Hein. Je parle de l'Iran, des États-Unis, d'Israël. Je pense que si chacun arrive à atteindre son objectif, parce que là maintenant, chacun veut atteindre son objectif. Les Israéliens veulent atteindre un objectif, affaiblir complètement le régime des ayatollahs, pour ne pas dire éliminer complètement les têtes de pont de ce régime. Et maîtriser la situation, je pense que c'est l'objectif d'Israël. Côté Iran, c'est riposter, atteindre de plein fouet tous les pays qui soutiennent cette guerre. Donc je pense que chacun est dans un objectif donné, et tant qu'ils n'atteindront pas cet objectif, ils n'arrêteront pas la guerre, visiblement. Alors, Donald Trump pense qu'en éliminant le guide suprême iranien Khamenei, il pourrait changer de régime. Vous croyez à ça? Je pense que c'est une illusion. Ce n'est pas possible parce qu'on a vu les cas précédents où ça s'est soldé par le chaos total. Il y a l'exemple de la Libye, de l'Irak, qui sont des exemples vraiment qui illustrent vraiment ce que nous disons. L'Afghanistan, où les États-Unis ont été obligés encore de renégocier avec des ex-rebelles. Absolument. Donc, je ne pense pas que ce soit la meilleure stratégie pour reprendre du poids de la bête. Je pense que éliminer les têtes de pont du régime des ayatollahs, c'est peut-être, je ne sais pas, un coup d'essai. Mais est-ce que la population va vraiment renverser le régime? C'est là toute la question. Et je ne pense pas qu'avec les signaux que nous voyons aujourd'hui, que la population soit prête pour éliminer. On parle de près de 1500 morts, hein, en moins d'une semaine. En moins d'une semaine, de conflit. Je pense que les populations sont fatiguées, sont déjà fatiguées par la crise, la dette, les problèmes, les embargos, tout ce qu'on connaît, les difficultés au quotidien, que de se chercher à renverser un régime qui est déjà complètement à terre. Gédéon Wegba, un mot de fin.
Je pense qu'on ne peut que souhaiter que la paix revienne parce qu'on en a besoin vraiment, la paix dans le monde. Je plaide que les belligérants trouvent un terrain d'entente le plus rapidement possible et que le détroit d'Ormuz soit réouvert pour permettre le trafic des marchandises et que chaque partie essaye de remettre un peu de l'eau dans son vin. Merci à vous, Gédéon Vegba. Je rappelle que vous êtes chroniqueur géopolitique au niveau de la Radio Nationale, Radio Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Et ce serait toujours un plaisir de vous accueillir dans votre maison. Merci beaucoup.